Mais aujourd'hui, pour revenir donc à cette conférence de ce soir, nous avons donc le plaisir d'accueillir Anne-Marie Lagrange qui, il y a, je ne sais plus, 5 ans, 10 ans, 10 ans peut-être, non? Un peu plus. 15, 20 Non. Enfin, il y a très longtemps, dans les barres d'erreur d'astrophysique, ça va, était étudiante ici, a travaillé avec Alfred Vidal-Madjar, qui est un de nos chercheurs ici à la maison, et a fait une thèse sur un sujet probablement qui vous est familier, on en a souvent parlé, qui est le problème du système de cette étoile entourée d'un système solaire qui s'appelle Beta Pictoris. Et ensuite, eh bien, après sa thèse, quelques années passées ici, eh bien, Anne-Marie Lagrange est partie pour de nouvelles aventures sur d'autres continents. Et en tout cas, elle est bien sûr encore en France et elle travaille à Grenoble. Et plus récemment, donc, s'est intéressée en relation avec l'ESO à des développements technologiques qui sont tout à fait capitaux pour les astronomes, s'agissant donc du problème de l'optique adaptative, puisqu'elle va nous parler de Naos aujourd'hui. Voilà, j'empiète pas davantage sur ton temps, tu as à peu près 1 heure, et ensuite tu verras une quantité incroyable de questions. Après, voilà. Merci Anne-Marie. Merci. Bon alors en effet, ça fait quand même pas 20 ans que j'ai fait ma thèse, mais un petit peu moins. Mais donc je suis très contente d'être ici et parler dans cet amphi, c'est toujours plus compliqué que dans les autres amphis parce que c'est là que j'ai soutenu ma thèse et il y a toujours un petit peu de mémoire, donc si je bafouille, vous m'excuserez. Alors je veux vous parler donc de Naos, qui est un instrument d'optique adaptative que l'on vient d'installer au Chili, à l'Observatoire de Paranal, sur un des grands télescopes du VLT. Je vais vous parler un petit peu d'abord de l'optique adaptative, qu'est-ce que c'est, de Naos, des premiers résultats que l'on a obtenus avec Naos. Et après, si on a encore un petit peu de temps et si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous parlerai un petit peu du futur, de ce qu'on prévoit maintenant comme autres instruments pour équiper les télescopes. Bon, comme vous savez, depuis toujours, en fait, les astronomes ont une obsession, c'est généralement celle de voir plus fin, plus loin, comme mon collègue Daniel Kunt, de voir des objets qui sont très loin et très très peu lumineux dans le ciel, et de les séparer, de les voir avec beaucoup d'acuité, si vous voulez. Pour faire ceci, depuis Copernic, depuis Galilée, on a essayé d'agrandir la taille des lunettes et puis ensuite des télescopes. Cela dit, lorsqu'on observe depuis le sol, quand les télescopes font plus de quelques dizaines de centimètres, on est coincé, la taille des images, les images gardent la même taille, on est gêné par les perturbations atmosphériques et du coup, contrairement aux lois de l'optique classique qui nous disent que plus le télescope est grand, plus la taille des images est petite, plus on est capable de voir des petits détails dans le ciel, des objets qui sont très proches l'un de l'autre, et bien, à cause de l'atmosphère, on est coincé, tous les objets sont mêlés. Alors, on a 2 solutions, soit aller dans l'espace, mais ça coûte très cher, et par exemple, aujourd'hui, on travaille au sol avec des télescopes dans le domaine optique, des télescopes qui font 10 mètres en gros. On n'est pas capable, on n'a pas de télescope de 10 mètres dans l'atmosphère. Le plus gros fait 2,50 mètres. Dans le domaine optique, c'est le télescope Hubble. L'autre solution, c'est d'essayer de corriger des perturbations atmosphériques, et c'est cela dont je vais vous parler ce soir. Alors, je vais vous parler de l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe? Je prends un objet ponctuel, une étoile par exemple, là. L'étoile envoie des rayons lumineux qui sont parallèles entre eux jusqu'à ce qu'ils arrivent sur l'atmosphère. Une fois qu'ils arrivent sur l'atmosphère, les rayons vont être tordus. On dit que le front d'onde est perturbé. Le front d'onde qui là était plan devient perturbé à cause des couches de turbulence atmosphérique. L'atmosphère, c'est quelque chose qui bouge, qui vit, qui bouge très vite même, hein, en quelques millisecondes, l'atmosphère évolue. Il y a des cellules de convection, des espèces de gros tourbillons, comme quand on fait bouillir de l'eau, des gros tourbillons qui se déplacent en permanence, qui se forment, qui se défont, qui bougent avec le vent, qui augmentent de taille, qui augmentent de contenu. Et tout ça, ça nous gêne, ça dévie les rayons lumineux.
si bien qu'une fois que les rayons lumineux arrivent sur le télescope et enfin sur le détecteur, au lieu de former une image qui est toute petite, là comme l'on voit ici, ça c'est ce qu'on aurait hors atmosphère, on a quelque chose à la même échelle qui fait à peu près ça. Donc on est embêté parce que vous imaginez bien, si on a deux étoiles ici qui sont très proches l'une de l'autre, elles vont chacune former leur tâche, que l'on appelle la tâche de seeing, et les deux tâches vont se mélanger, on ne verra pas les étoiles. On ne pourra pas les résoudre, les distinguer l'une contre l'autre. Alors, pour vous illustrer ça, je vais essayer quelque chose. On va voir si ça marche. C'est pas sûr. Voilà, et l'autre. Ça a l'air de marcher. Alors, dans le premier cas, vous avez ici les fronts d'onde dont je vous parlais. Les fronts d'onde sont les surfaces qui sont perpendiculaires aux rayons lumineux. Les rayons lumineux arrivent de l'étoile qui est là, sur le télescope, qui est symbolisé ici par une lentille. Et ensuite, ils arrivent, ils convergent ici pour donner le petit point que vous voyez là, ici. Lorsque les rayons, maintenant, dans le cas réel, quand on traverse l'atmosphère, les rayons au départ sont plans, les fronts d'onde, pardon. Là, vous voyez qu'ils commencent à être un peu tordus. Ils traversent la pupille du télescope et ils restent tordus si on ne fait rien. Et ils arrivent ici, ils font une tâche qui est grande. Alors, on va essayer de mettre ça en mouvement pour vous montrer. Ça bouge ou pas, non? Voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc, vous voyez en temps réel ce qui se passe. Quand on traverse l'atmosphère, on va avoir, au lieu d'avoir un point comme ça, on a une espèce de tâche qui va bouger sans arrêt. Et elle bouge d'autant plus vite qu'on est dans les basses longueurs d'onde. Quand on est dans l'infrarouge, elle ne bouge pas très vite. Quand je dis pas très vite, c'est quand même quelques dizaines de millisecondes. Ça veut dire que toutes les dizaines de millisecondes, je vais avoir une tâche ici qui va être différente, qui va se déplacer, qui va changer d'intensité. Et quand on est dans le visible, ça peut être quelques millisecondes. Donc ceci, évidemment, vous imaginez bien qu'on est embêté. Alors, pour corriger ce problème, on va avoir recours à l'optique adaptative. Donc là, j'ai repris le même exemple, une étoile, le plan d'onde non perturbé, le plan d'onde perturbé à la traversée de l'atmosphère et les rayons qui arrivent n'importe comment sur le détecteur d'observation. L'idée de l'optique adaptative, dans le principe, elle est simple. C'est simplement d'insérer, après le télescope, un système qui va nous remettre tout propre, tout correct, les rayons. La difficulté, évidemment, elle est là, c'est le système. Alors, oui, je peux vous montrer ceci. Ceci est un exemple réel d'une étoile binaire qui est observée depuis le télescope Canada-France-Hawaï sans correction d'optique adaptative. Donc, on a ici une tâche qu'on peut voir un peu allongée, mais en aucun cas on ne voit les deux étoiles. Quand on met le système d'optique adaptative en action, on arrive à résoudre les deux étoiles. Donc vous comprenez par là qu'on va être très tenté d'utiliser ce genre d'instrument parce qu'on va pouvoir résoudre des étoiles des objets qui sont très près les uns des autres. On va avoir sur les objets étendus des galaxies, par exemple, on va arriver à avoir des petits détails, des petites structures, et ceci, c'est vraiment la base de ce qu'il faut pour progresser, pour que les théoriciens avancent dans les modèles. Alors, comment ça marche? Vous avez ici la lumière qui arrive perturbée du télescope. Le système d'optique adaptative, c'est toute cette partie-là. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, vous voyez la lumière, elle arrive ici sur un miroir. Pour l'instant, sur un miroir. Elle arrive ensuite ici sur une lame séparatrice. C'est une lame qui va partager en deux le faisceau. Une partie du faisceau va arriver sur la caméra d'observation. Quand Daniel va observer, il utilise une caméra, donc ici. L'autre partie du faisceau, l'autre moitié, est envoyée sur ce qu'on appelle la voie d'analyse, sur le système d'optique adaptative. Le système d'optique adaptative se divise en trois.
un analyseur qui va étudier les perturbations, je vais vous montrer comment après, il va voir comment le front d'onde, comment les rayons sont déviés, si vous voulez, un calculateur et un miroir déformable. Ce miroir déformable, alors reprenons l'analyseur va faire le calcul des perturbations atmosphériques. Le calculateur va prendre tout ça et comme il est intelligent, il va être capable, à partir de des perturbations mesurées, il va être capable de les retranscrire et d'envoyer des commandes à un miroir ici, un petit miroir déformable, qui va se déformer de manière à rendre le front d'onde, les rayons parallèles ici, et le front d'onde correct. Tout ceci marche ce qu'on appelle en boucle fermée, c'est-à-dire que ça va marcher en permanence et le système va corriger des tout petits effets, des tout petits défauts au rythme des variations atmosphériques, ou au moins au rythme qu'il est capable de soutenir, parce que parfois les variations sont tellement rapides qu'on n'est pas capable de le faire. Alors, au cœur des systèmes d'optique adaptative, comme je vous l'ai dit, on trouve d'abord l'analyseur de surface d'onde, le calculateur et le correcteur de surface d'onde. L'analyseur, comment est-ce qu'il marche? Alors, si c'est trop compliqué, vous me direz. Si hors atmosphère, si vous voulez, si on n'était pas perturbé par l'atmosphère, on met ici, dans un plan qu'on appelle le plan pupille, c'est un plan qui ressemble au plan du télescope. C'est la même chose optiquement que le plan du télescope, mais on l'a partagé en sous-pupilles. On a mis des micro-lentilles, plein de micro-lentilles qui pavent un petit peu, comme elles pavent la surface du télescope. Et ces micro-lentilles, chacune de ces micro-lentilles va refaire une image de ce qu'on est en train de regarder, de l'étoile qu'on est en train de regarder. Si on n'est pas perturbé par l'atmosphère, chacune des micro-lentilles va donner un point et va se trouver à une position bien fixe qui ne va pas bouger. Si maintenant les rayons arrivent perturbés, chacune des micro-lentilles, je ne sais pas si vous voyez là, chacune des micro-lentilles va toujours donner une image, mais l'image va être décalée par rapport à la position luminale qui était à la croisée de la grille ici. Donc, l'astuce de l'optique adaptative, l'idée de l'optique adaptative, c'est de mesurer les écarts de position entre chaque image que l'on voit et sa position théorique nominale, et d'utiliser cette information pour l'envoyer au calculateur. Alors, pour vous donner, pour ceux qui veulent un peu plus de compléments, comment on peut imaginer ça? Si on considère que le plan d'onde est légèrement incliné sur chacune des sous-pupilles, ça fait une déviation, et c'est cette déviation qui va induire un déplacement de l'étoile. Alors, une fois que les déplacements sont mesurés, le calculateur va les prendre et va envoyer la correction au miroir déformable. Le miroir déformable, je vous ai mis ici celui de Naos. C'est un miroir qui est petit, en fait, c'est la réplique du télescope. Alors, par exemple, si c'est un télescope de 8 mètres, on a ici un petit miroir qui fait 110 mm, 10 cm, mais c'est quand même la réplique du télescope. On va actionner ce miroir déformable très très vite, de manière à faire comme si le télescope a rattrapé les perturbations atmosphériques et faire comme si le télescope, lui, avait reçu des rayons bien droits, bien gentils, bien parallèles. Alors, la difficulté, une des difficultés de l'optique adaptative, elle est là, évidemment. Dans un miroir comme celui-ci, alors, il faut le concevoir comme une toute petite feuille, une petite membrane réfléchissante. Pour nous, elle est traitée à l'or, derrière laquelle on a mis des petits moteurs. Là, en l'occurrence, on a 185 petits moteurs, espacés de 1 cm, disons en gros, qui vont, au rythme des perturbations atmosphériques, faire modifier la surface de ce miroir. Elle ne va pas être plane, mais elle va se modifier comme ça,
au rythme des perturbations atmosphériques, donc disons toutes les 10, 20, 30 millisecondes ou quelque chose comme ça. Donc c'est un truc qui va très très vite, qui se déplace. Les déplacements sont très petits. Là vous avez à peu près 5 microns, 5 millionièmes de mètre. Donc c'est comment dire, ce miroir déformable, c'est un peu la surface du télescope miniaturisée et qui est capable de se déplacer très vite et très précisément. Voilà. Alors, pour en revenir, donc ça, ce que je vous ai montré, c'était les principes de l'optique adaptative. La difficulté, enfin il y a plein de difficultés, les grosses difficultés, c'est que l'atmosphère bouge très vite, varie très vite, et donc il faut que tout ce système réagisse extrêmement vite, que l'on puisse lire très très vite les images sur l'analyseur de surface d'onde, et que le calculateur aille très vite pour faire ce qui va bien, et que le miroir déformable réagisse très vite aussi. Alors, un petit peu d'histoire. En fait, bon, on connaît un petit peu des choses sur les perturbations atmosphériques depuis assez longtemps. Il y a eu des travaux très importants dans les années 1930. En 1953, Babcock, un physicien, a proposé le principe de l'optique adaptative. Seulement, voilà, à cette époque-là, il n'y avait pas de moyens informatiques suffisants pour espérer corriger et faire toutes les actions qu'un système d'optique adaptative doit faire. Il n'y avait pas de calculateur, mais il n'y avait pas non plus de détecteur pour l'analyseur de surface d'onde assez performant. Donc c'était une idée, mais disons l'idée de base, elle date de là. À partir de là, avec les développements technologiques, les militaires ont construit les premiers systèmes d'optique adaptative. Alors ils n'avaient pas les mêmes intérêts que nous, mais ce sont quand même eux qui les ont fait d'abord. Et tout ça est resté classifié pendant très longtemps. Ce n'est que dans les années 80 que les systèmes d'optique adaptative ont été déclassifiés. Et donc, les astronomes ont pu profiter de ces technologies, de cette expertise, pour utiliser de l'optique adaptative pour l'astronomie. Et de fait, le premier système d'optique adaptative développé pour l'astronomie a été développé en France par l'ONERA. Alors, il a été installé au télescope de 3,60 m de l'ESO dans les années 90. Il avait d'ailleurs été testé avant à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Common. C'était le premier système d'optique adaptative pour l'astronomie. D'autres systèmes d'optique adaptative ont été développés ensuite. Alors là, c'était vraiment, Common, c'était vraiment le début de l'optique adaptative. Il faut dire qu'à ce moment-là, personne n'y croyait. Enfin, on voyait beaucoup de collègues qui pensaient que c'était trop difficile, que ça ne marcherait pas. Ça paraissait vraiment très compliqué. En 1994, le télescope Canada-France-Hawaï a été équipé aussi d'un premier système d'optique adaptative construit par François Rodier, qui corrigeait pas mal, mais un autre système a été construit par l'Observatoire de Paris et l'ONERA, qui s'appelle PUEO. Donc si vous lisez un petit peu d'astronomie, vous devez voir régulièrement des résultats sur PUEO, obtenus avec PUEO, et puis Common, qui est maintenant devenu Adonis sur le 3,60 m. Et à partir des années 95, disons, les collègues un petit peu partout ont compris que l'optique adaptative, c'était l'avenir, et qu'il fallait absolument que la génération des télescopes nouveaux à venir, c'est-à-dire les télescopes de la classe 8 ou 10 mètres, soit équipés d'optique adaptative. Alors l'ESO en particulier a décidé d'équiper les télescopes du VLT d'optique adaptative. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis c'est NAOS, que l'on a installé en fin d'année dernière à Paranal. Alors avant d'aller sur NAOS, je voudrais vous montrer 2-3 résultats de l'optique adaptative qui avaient été obtenus au télescope de 3,60 m, soit du Chili, soit du CFH. Là, vous avez 2 images. C'est une image du centre galactique. Alors nous, quand on dit l'image du centre galactique, c'est l'image des étoiles que l'on observe dans la direction du centre de notre galaxie.
On est très intéressé par cette direction parce qu'on pense qu'au centre de notre galaxie, il y a un trou noir. Mais entre le penser et le prouver et mesurer la masse du trou noir, c'est assez difficile. Une idée, c'est d'étudier le mouvement des étoiles qui sont dans le centre de la galaxie. Si elles s'il y a vraiment un trou noir près du centre de la galaxie, les étoiles sont animées d'un mouvement. Donc on doit les voir se déplacer sur le ciel. Et à partir de leur déplacement sur le ciel, on doit remonter à la masse du trou noir. Alors cette première image est donc prise en direction du centre de notre galaxie sans optique adaptative. Vous avez exactement le même champ. Vous pouvez reconnaître là, celle-ci, 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 hein, ce triangle. Ça, c'est exactement le même champ observé avec le système d'optique adaptative du CFH. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je crois que c'est clair. On voit beaucoup, beaucoup plus net. D'accord? On est capable de séparer des étoiles qui sont très proches les unes des autres. On en voit beaucoup plus. Ce qui fait que, après, maintenant, on peut repérer chacune de ces étoiles et en utilisant des observations récurrentes, régulièrement en observant le centre de la galaxie, on va pouvoir remonter au mouvement de ces étoiles, ce qu'on ne pouvait pas faire avec des images de ce type-là. Alors, quelques autres images obtenues avec l'optique adaptative sur les télescopes de 3-4 mètres. Une image qui n'est pas très spectaculaire comme ça, mais que j'aime bien. Il s'agit du satellite d'un astéroïde ici, Pulkova, qui a été observé par François Ménard et collaborateurs. J'ai oublié, pour le centre galactique, les travaux que je vous ai montrés sont des travaux de l'Observatoire de Paris, Daniel Rouen, François Rigaud. Ce petit objet qu'on voit ici, très très faible, c'est le satellite d'un astéroïde. Les astéroïdes sont des corps qui peuplent le système solaire au-delà de l'orbite de Mars et en deçà de l'orbite de Jupiter. Ce sont des petits cailloux qui n'ont pas pu se rassembler pour faire une planète. Et donc on en connaît un certain nombre, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir des compagnons, c'est-à-dire un satellite, autour des astéroïdes. Moralité, non seulement la Terre a bien un satellite qui est la Lune, mais les petits corps peuvent aussi avoir leur petit satellite. Or, quand je dis petit, celui-là, il fait 15 km. L'astéroïde en question, il en fait 150, et la séparation entre les deux fait 800 km. Donc, vous voyez à quel point on est capable de voir des petits détails dans le ciel et de séparer les objets. Un autre cas d'observation avec l'optique adaptative sur les 4 mètres, ce sont des observations d'objets très très faibles. Là, on en voit un, par exemple, à côté d'une étoile très brillante. Là, on en a un autre, à côté d'une étoile très brillante. Un des grands objectifs de l'astronomie actuelle est de chercher des compagnons très peu massifs aux étoiles, que ce soit des planètes ou ce qu'on appelle des naines brunes, qui sont des objets de taille intermédiaire entre les planètes et les étoiles. Mais ce ne sont pas des étoiles parce qu'elles n'ont pas amorcé de réaction thermonucléaire en leur centre. Donc les deux objets là que je vous montre, ce sont des candidates naines brunes. Les deux petits points, pas... Voilà. Là, pour vous donner une idée, il y a une différence, il y a un facteur 100 de luminosité entre le compagnon et l'étoile. L'étoile est 100 fois plus brillante que la naine brune qui est là à côté. Et pour arriver à le voir, sans optique adaptative, naturellement, on ne voit rien du tout. Alors, Daniel, tout à l'heure, a parlé de Beta Pictoris. Ceci est une image qu'on a réalisée avec Jean-Luc Bezy et David Mouillet de Beta Pic. On a caché l'étoile ici au centre, de manière à voir le disque le plus près possible de l'étoile. Ce disque est un disque que l'on appelle débris, c'est un débris de la formation des systèmes planétaires. On pense que des planètes sont déjà présentes dans ce système. Alors, jusqu'avant l'optique adaptative, on ne voyait pas du tout cette partie-là, parce qu'on était gêné par l'atmosphère. On voyait en gros le disque là, quasiment sur le plafond, quoi. Mais ici, c'était une tache infâme et on ne voyait rien. Quand j'ai commencé ma thèse, le disque venait de sortir, on le voyait à partir de là, quoi. Mais ici, c'était rien. Donc voilà, en développant donc un système coronographique qui cache l'étoile qu'on a couplé à Adonis, au 3,60 m de l'ESO,
on a pu voir ici que le disque est tordu et on a modélisé cette torsion par la présence d'une planète autour de l'étoile, d'une planète géante. Un autre exemple, cette fois-ci, d'objet extragalactique, d'une galaxie. Il s'agit de NGC 7469, observé par Daniel Rouen et collaborateurs. Donc ici, vous avez la galaxie sans optique adaptative, non corrigée. Et là, vous avez la même une fois que le système d'optique adaptative est mis en marche. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre dans les bras spiraux des régions plus lumineuses dans lesquelles on est en train d'assister à de la formation d'étoiles. Il s'agit de galaxies à flambée d'étoiles. On a ici des endroits où des étoiles sont en train de se former de manière extrêmement puissante, extrêmement violente. Alors cette image, en fait, est une des seules images qui a été faite avec optique adaptative sur les galaxies. Et des chercheurs comme Daniel qui, je suis sûre, aimeraient bien observer des galaxies avec beaucoup de détails, jusqu'à maintenant se sont sentis un peu frustrés parce que les systèmes n'étaient pas capables d'observer beaucoup de galaxies. En fait, il y en a 3 ou 4 qu'on était capable d'observer avec les systèmes qui avaient été développés sur les télescopes de 4 mètres. Pourquoi ? Parce que quand tout le principe de l'optique adaptative repose sur le fait qu'on analyse la lumière d'un objet, une étoile en général, mais en tous les cas un objet très ponctuel, pas très étendu dans le ciel. Tout ce principe, tout repose là-dessus. On ne peut pas utiliser de l'optique adaptative sur une galaxie, du moins avec les systèmes comme ça, sur une galaxie très étendue. Donc c'était un problème, et de fait, les systèmes d'optique adaptative jusqu'à maintenant ont donné peu d'images de galaxies, et celle-ci est certainement la plus belle. Alors maintenant, on en vient à Naos. Comme je vous l'ai dit, la communauté astronomique s'est rendue à l'évidence, il faut avoir sur les télescopes de la classe 8-10 mètres, et ça sera a fortiori le cas sur les télescopes encore plus gros qui vont venir dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il faut équiper ces télescopes d'optique adaptative. Donc, vous avez ici une image en bas du Paranal. C'est le site auquel ont accès les astronomes européens. Ce site est constitué de 4 télescopes de 8 mètres 20 de diamètre. C'est le VLT, Very Large Telescope. Donc le premier, le deuxième, le quatrième, Yepun, sur lequel l'optique adaptative est maintenant installée. Alors, je vais vous parler un petit peu de Naos. Alors Naos, déjà, je vous dis Naos, mais je ne vous ai pas dit ce que ça voulait dire. Naos, c'est NASMIS, Adaptive Optic System. Alors, Adaptive Optic System, c'est système d'optique adaptative, et NASMIS, c'est parce que l'instrument est installé au foyer NASMIS du télescope. Ça n'a pas, si ça a un autre sens, qui est l'entrée du temple en grec, mais disons que ça collait bien. Naos, c'est un projet qui a été réalisé en 5 ans. En fait, on a travaillé dessus pendant plus longtemps, mais la phase la plus dense s'est étalée sur 5 ans. Il a été fait par un consortium français, incluant l'ONERA, donc des gens qui sont vraiment experts en optique adaptative, avec Gérard Rousset en particulier, qui a géré le projet. L'Observatoire de Paris-Meudon, et plus particulièrement le département du Lésia, avec entre autres François Lacombe, qui était le responsable système du projet, et le laboratoire d'astrophysique de Grenoble, avec moi-même, qui était le responsable scientifique du projet. Naos ne s'est pas fait qu'avec 3 personnes, évidemment. On a évalué à environ 60 hommes-an. J'ai mis homme entre guillemets parce que j'aime pas bien l'expression, mais c'est celle qui est consacrée. Pardon ? Les Américains, ils disent person year. Avant, ils disaient men year, mais ça se dit plus trop, et nous, on continue à dire homme-an. Mais ça viendra.
Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a peu de femmes en instrumentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le total du temps investi par le consortium est de 60 ans. Ça veut dire que si une seule personne avait voulu construire Naos, il lui aurait fallu 60 ans. Sans compter tout ce qu'on a fait fabriquer par les industriels, par l'industrie évidemment. Ça, c'est le temps qui a été mis par les gens du consortium. Dans le consortium, on trouve des chercheurs, des mécaniciens, des opticiens, des administratifs, parce qu'il en faut beaucoup. Bon, tous les corps de métier, des électroniciens, bien sûr, tous les corps de métier interviennent dans un projet de ce type-là. C'est un gros projet. Et il a coûté environ 50 millions de francs. Alors, toujours Naos en chiffres. Alors, vous avez ici déjà une vue de Naos. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais essayer de la faire tourner. Donc, Naos, comment ça se présente? Ça se présente comme un gros camembert de 2 mètres de diamètre. Pardon. Il pèse la bagatelle de 2 tonnes 3. Donc, c'était un bébé qui était assez lourd à porter. Le cœur de Naos, c'est le système d'optique adaptative. Une des originalités de Naos par rapport à tous les autres systèmes qui existent jusqu'à maintenant, c'est qu'il a 2 analyseurs de surface d'onde. Un qui fait les analyses des images dans le domaine visible, optique, des longueurs d'onde optiques, donc c'est-à-dire celles qu'on est capable de voir, et un qui fait l'analyse des images dans le domaine infrarouge, qui est le domaine par excellence des objets froids ou très enfouis. Donc, on a mis sur Naos un analyseur infrarouge de manière à pouvoir aller regarder les régions enfouies, les régions où il y a beaucoup de poussière. Le miroir déformable dont je vous ai parlé tout à l'heure contient donc 185 actuateurs, les petits moteurs là, qui vont se déplacer derrière. Et en fait, la correction est faite à la fois par un miroir déformable et un miroir de basculement. Tout ceci est capable de travailler très vite. Les analyseurs sont capables de lire des images à plusieurs centaines, disons 5 ou 600 Hz, c'est-à-dire 5 ou 600 fois par seconde. Ils vont faire l'analyse, ils vont recueillir des images des étoiles qu'on utilise pour faire l'optique adaptative, qu'on appelle des étoiles de référence. Et après, le miroir déformable va essayer de suivre. Un système de contrôle extrêmement poussé. Et pour compléter sur les chiffres, je dirais que Naos, c'est aussi des dizaines de milliers de lignes de code et plusieurs milliers de pages de documentation. Alors ça, c'est ingrat, mais ça prend beaucoup de temps. Alors... Bon, eh bien, Naos ne tournera pas. Je vous montrerai après. Alors, Naos, je vous ai dit tout à l'heure, Naos est là pour corriger des perturbations atmosphériques. Ce qui intéresse l'astronome, c'est d'observer. Donc, il y a une autre voie disons que Naos va donner les faisceaux de lumière corrigés à un instrument d'observation qui s'appelle en l'occurrence Konica. Alors on voit ici Naos quand c'était dans le hall de Bellevue à Meudon. Donc Naos c'était comme ça à cette époque-là. Et on a ici le truc rouge ici que l'on voit là ou là, c'est la caméra d'observation, c'est celle que va utiliser Daniel par exemple ou que nous on va utiliser. Cette caméra d'observation nous permet d'observer dans le domaine des longueurs d'onde infrarouges, entre 1 et 5 microns de longueur d'onde, de faire de l'imagerie en large bande et en bande étroite, donc sur des grands domaines de longueur d'onde ou des domaines de longueur d'onde étroits, de faire de la spectroscopie. La spectroscopie, c'est une technique qui nous permet d'analyser la composition chimique des objets que l'on observe et aussi qui nous permet de mesurer leur vitesse par rapport à nous. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant et dont les astronomes ne se passent pas. De la polarimétrie, qui est une technique qui permet d'avoir des informations, quand on regarde des objets avec des grains par exemple, d'avoir des informations sur la forme des grains, l'orientation.
la géométrie, on va dire, et la coronographie, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui consiste à cacher les étoiles pour voir un petit peu ce qu'il y a autour. Donc voilà, Konica, c'est ça. Konica a été fabriqué conçu et fabriqué par un consortium allemand, cette fois-ci, dont le responsable était Heidelberg. Et donc, Konica vient se mettre, la lumière arrive du télescope, donc là derrière, elle passe par Naos, elle fait plusieurs allers-retours là-dedans, et elle repart ici, et elle vient sur le détecteur de Konica qui est ici, qui est là derrière. Alors voilà ce que ça a donné fin novembre, une fois que Naos a été installé, Naos Konica a été installé au foyer Nasmyth du télescope. Alors le télescope, il est là, hein, on ne le voit pas. La lumière arrive par là, elle est renvoyée ici sur Naos, elle fait les allers-retours dans Naos et elle arrive sur Konica. Alors, une des impressions très fortes que j'ai eues sur Naos, c'était que quand on a commencé l'intégration de Naos à Grenoble et ensuite on l'a fini à Bellevue, Naos nous paraissait immense. Mais vraiment, ça nous paraissait monstrueux. On se disait, mais comment est-ce qu'on va arriver à garder... Il faut que les trajets optiques dans Naos soient précis à des microns près. Comment est-ce qu'on va arriver avec un machin qui fait 2 tonnes, qui tourne? Parce que ce truc-là est obligé de tourner quand on suit les étoiles. Donc comment est-ce qu'on va arriver avec un truc comme ça, cet énorme camembert qui tourne, à garder une précision de quelques microns sur le trajet des rayons lumineux. Et parce que ça nous paraissait immense. Une fois qu'on l'a mis au télescope, le raisonnement était complètement différent parce que le télescope est tellement immense que Naos finalement, voilà, c'est une pièce qui va dessus, mais c'est une petite pièce de plus dans le puzzle, quoi. Le VLT, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, je vous l'ai dit, on a commencé à travailler sur Naos dans les années 96 et le travail s'est fait en Europe. On a envoyé Naos à Paranal en octobre de l'année dernière. Il s'est suivi quelques semaines de réintégration dans un hall et ensuite il a été mis au télescope et on a fait les premières images astronomiques avec Naos toute fin novembre de l'année dernière, je ne sais plus combien c'était, 25 ou 29, j'ai oublié. Et depuis, on a eu trois runs de mise au point, on est allé pendant 15 jours, pour mettre au point Naos et faire des tests. Alors, nous, on y allait pendant 15 jours pour observer sur le ciel, mais il y avait des gens qui y allaient pendant 15 jours avant pour travailler en labo, pour préparer tout ça. Donc, voici la première image obtenue sur le ciel avec Naos. Vous avez ici l'image non corrigée d'une étoile, non corrigée de l'optique adaptative, et la même étoile corrigée de l'optique adaptative. Vous voyez que que la taille de l'image est beaucoup plus fine. Vous avez ici, vue de dessus, si vous voulez, la tâche due aux perturbations atmosphériques et la tâche de l'étoile corrigée. C'est à la même échelle, donc vous voyez à quel point on a concentré la lumière. Alors c'était, le tout début, c'était la première image obtenue avec Naos. Elle a d'ailleurs été obtenue 2 heures après qu'on ait mis Naos sur le ciel. Quand on ait mis Naos sur le ciel, ça veut dire qu'on est observé avec Naos de nuit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens heureux. Ça sont mes collègues de l'ONERA. Et puis, alors, je vais vous lire, j'ai retrouvé ça, c'était la conférence de presse de l'ESO. Parce que moi, je dis, on était contents et tout, mais l'ESO, qui est donc l'organisme en charge, elle écrit ça beaucoup mieux. Alors, je vais vous le traduire parce que c'est en anglais. Les nombreuses boîtes de Naos et de Konica sont arrivées à Paranal en octobre, donc le 24 octobre 2001. Les astronomes et les ingénieurs ont commencé la tâche très difficile de réassembler cet instrument, parce qu'on avait effectivement des caisses de partout, et puis il fallait remettre et réaligner chacun des petits bouts de Naos et de Konica.
Puis ont suivi des jours de tests techniques et d'ajustements, travaillant jour et nuit d'ailleurs. L'après-midi du dimanche 25 novembre, l'équipe a finalement décidé que l'instrument était prêt pour avoir sa première lumière, c'est-à-dire pointer un objet sur le ciel. Le dôme de Yepun s'est donc ouvert au crépuscule, et un groupe très inquiet de gens se sont rassemblés dans la control room, dans la salle de contrôle du VLT, regardant, scrutant avec angoisse les terminaux par-dessus l'épaule de leurs collègues. Le temps est passé et une fois que les calibrations de base ont été faites, pour rendre l'instrument opérationnel. Chacun a senti le moment spécial qui approchait quand finalement l'opérateur de télescope a poussé un bouton et le télescope géant a commencé à se diriger vers l'étoile. C'était déjà une belle image parce que la taille de cette image ne faisait que 0,5 secondes d'arc, ça veut dire qu'on avait une bonne nuit et que le télescope avait une bonne optique. Puis, par une autre commande, l'opérateur de l'instrument, ça c'est pas vrai, ça c'était plutôt nous, a mis en marche le système d'optique adaptative, fermant ainsi la boucle pour la première fois sur le ciel, en utilisant une étoile de référence ordinaire, c'est l'étoile que l'on voit là, pour mesurer la turbulence atmosphérique. Très obéissant, le miroir déformable de Naos a commencé à suivre les ordres que le calculateur lui envoyait 500 fois par seconde. Le calculateur très puissant, 500 fois par seconde. Comme par magie, l'image de l'étoile s'est rassemblée sur elle-même et en un instant, elle s'est donc rassemblée sur elle-même pour faire quelque chose. Alors ça, c'est bien dit aussi. Donc l'image qui sautait un peu de partout est devenue quelque chose comme du rocher, fine comme une lame de rasoir et brillante. La pièce entière s'est mise à applaudir. Il y avait des visages heureux et des sourires partout. Et alors, l'opérateur a annoncé le diamètre de l'image, 68 millisecondes d'arc. Ça veut dire qu'en gros, on avait diminué la taille de l'image d'un facteur 10. La taille de l'étoile, pas de l'image. Alors ça, c'est vrai. Les membres de l'équipe étaient si heureux d'avoir ceci qu'ils ont eu une pensée spéciale pour tous ceux qui avaient mis sur 4 ans, moi je dirais plutôt 5 ou 6, tant d'efforts pour que cet événement devienne une réalité. Donc voilà, donc c'était bien. Alors, un exemple d'image que l'on a obtenu avec Naos, qui sont pas mal. Vous allez voir défiler, en fait, l'image d'un champ qui est dans le Taureau. Donc le Taureau, c'est une région de formation d'étoiles de faible masse. Et on est très intéressé et c'est en fait la région de formation d'étoiles de faible masse la plus proche de nous, à environ 600 années-lumière. Et on a envie d'aller regarder parce qu'on sait qu'il y a plein de petites étoiles. On ne les voit pas parce qu'elles ne sont pas très brillantes, mais on est sûr qu'il y en a plein. Et donc voilà le champ tel qu'on l'a lorsqu'on observe avec le VLT sans optique adaptative. Donc vous voyez, ce sont des images de 40 millisecondes. Vous voyez tous les 40... Bon, ben là, vous ne voyez plus, mais toutes les 40 millisecondes, on voyait au départ des images qui bougeaient. Et voilà ce qu'on obtient quand on met le système d'optique adaptative en marche. Donc je le remets une dernière fois pour le plaisir. Là, on n'aurait pas juré qu'il y avait 3 étoiles. Eh bien si, là, il y en a 3. D'accord ? Pour vous donner une idée de la séparation, le champ ici fait 3 secondes, 3,5 secondes d'arc. Et là, l'objet doit être séparé d'une fraction de seconde d'arc de 0,3 ou quelque chose comme ça. Alors, quelle astronomie est-ce qu'on va faire Naos ? Pourquoi est-ce qu'on a construit Naos ? Donc l'idée, c'est d'observer des petites structures, des petits détails, le plus précisément possible, le maximum d'objets auxquels on peut penser dans l'univers. Donc les objets du système solaire, pour lesquels on a envie d'avoir des détails.
Par exemple, sur les planètes géantes sur lesquelles on a envie de voir un peu l'évolution de la climatologie, voir des petits corps dans le système solaire. Les étoiles, bien sûr, les étoiles en formation, les étoiles en fin de vie, les étoiles dans les amas. Et un des intérêts de NAOS, je vous en ai parlé, c'est que grâce à son analyseur de surface d'onde qui fonctionne dans l'infrarouge, on va pouvoir aller regarder vraiment dans les régions, au plus profond des régions de formation d'étoiles, des objets qui sont très enfouis, qui ne sont pas du tout brillants dans le visible. Donc l'analyseur visible n'aurait pas pu les utiliser comme étoiles de référence. En revanche, l'analyseur infrarouge, comme ces objets sont brillants dans l'infrarouge parce qu'ils sont froids, par rapport à nous, enfin par rapport aux étoiles classiques, on va pouvoir les utiliser pour sonder ces régions. Des naines brunes, bien sûr, peut-être des exoplanètes, mais dans un cas extrêmement limité, qui est le cas où on trouvera, s'il y en a, des exoplanètes chaudes autour d'étoiles très jeunes dans le voisinage solaire. On a des cibles candidates, maintenant il faut les observer. Le centre galactique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et un des gros avantages de NAOS, ça va être d'être capable d'avoir accès à plein de galaxies, à observer beaucoup de galaxies. Pourquoi ? Parce que on a conçu NAOS de manière à pouvoir utiliser comme objet de référence des étoiles, bien sûr, mais aussi des objets qui sont un peu étendus. On pourra observer des objets qui ont en gros jusqu'à 3 secondes de taille. Donc ça donne accès à pas mal de galaxies, en particulier les galaxies à flambée d'étoiles. Quelques images qu'on a obtenues avec NAOS. Alors celle-ci, en fait, elle est toute récente. Donc vous avez ici la surface de la Lune, qui n'est pas précisément un objet de 3 ou 4 arcs-secondes, mais on s'est débrouillé. Et là voilà un zoom ici qui est fait avec NAOS. Et on vous a mis ici une petite boîte. Et ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais pour ceux qui suivent le foot, c'est un des stades de Séoul. Tout ceci pour dire que, parce qu'on a souvent présenté NAOS comme un instrument qui permettait de voir un stade de foot sur la Lune. Donc voilà, le stade de foot sur la Lune de Séoul donnerait à peu près cette taille-là. Alors, dans le système solaire, en décembre, on a observé un Io, qui est un satellite de Jupiter. C'est un satellite Io, c'est le site du système solaire sur lequel il y a le plus d'activité volcanique. L'activité volcanique est beaucoup plus importante que sur Terre. Et évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir l'observer beaucoup plus fréquemment que ce que nous donnent les sondes. Même si les sondes, elles s'approchent plus près, c'est sûr qu'elles font des images plus belles. Mais l'avantage que nous, on a au sol, c'est de pouvoir, si on veut regarder Io tous les soirs, tous les soirs, quand sa position dans le ciel nous le permet, on peut le faire. Donc voilà des images ici obtenues avec NAOS sur Io. Et pour vous donner des comparaisons, une image de Io avec le télescope spatial qui vous montre que on gagne quand même, on récupère finalement l'avantage de la taille du télescope, parce que le télescope spatial fait 2,50 m et le VLT fait 8 mètres. Une autre comparaison, ça c'est la même image. Donc c'est toujours avec NAOS, et ça c'est ce qu'on avait avec le système Adonis sur le télescope de 3,60 m au Chili. Ça c'est encore une image de Io pour vous montrer qu'à partir d'images de ce type et en utilisant les calculs de nos collègues du bureau des longitudes à côté, on est capable de refaire la carte de Io et de situer les volcans. Par exemple, ça c'est un volcan que l'on voit ici, un autre ici, ici. Ça c'est une autre image qui ne sort pas bien ici, mais normalement elle est bien parce que c'est une image qu'on appelle composite, où on a mélangé différentes longueurs d'onde, en particulier des longueurs d'onde d'infrarouge thermique à 3 microns, qui nous donnent les points chauds. Ce qui est rouge, là, c'est ce qui est observé à 3 microns, qui nous donne les points les plus chauds de Io.
Un autre exemple, c'est une image de Saturne qu'on a réalisée en décembre aussi. Donc c'est une image, je pense que c'est l'image la plus complète, la plus belle que l'on ait obtenue de Saturne depuis le sol. Il y avait, alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il est extrêmement difficile sur Saturne de voir des structures et de voir les structures aussi dans les anneaux. Les collègues de l'Observatoire de Paris et du BDL ont observé Saturne avec une excellente qualité d'image depuis le pic du Midi. Mais d'après eux-mêmes, parce qu'évidemment on leur a montré, moi je ne suis pas spécialiste des objets du système solaire, notre image est bien parce qu'on est capable de voir les divisions de manière extrêmement nette. On est capable, ici on ne la voit pas, mais il y a une tache ici que l'on voit, qui avait été vue d'ailleurs à l'Observatoire du Pic du Midi. Un petit zoom sur les régions intérieures des anneaux de Saturne. Je dois dire qu'on était assez contents quand on a fait ces images. Alors, je vous disais tout à l'heure que pour l'optique adaptative, on doit utiliser une étoile de référence. Saturne, ce n'est pas spécialement une étoile et c'est très très gros. Donc on ne peut pas utiliser Saturne pour faire la correction des perturbations atmosphériques. Donc en fait, quand on veut faire ce genre d'observation, il faut attendre d'avoir un satellite de Saturne. Saturne a des satellites, d'avoir un satellite qui sont beaucoup plus petits en taille. Donc on attend qu'ils arrivent et au moment où ils passent assez près de Saturne, on fait marcher le système d'optique adaptative. C'est des manips qui ne sont pas très simples parce que le NAOS, en fait, on demande à NAOS de corriger des perturbations atmosphériques en utilisant ici les images de ce petit point là qui est Tétis, que vous voyez un peu allongé. On utilise donc la lumière qui vient de Tétis pour analyser les perturbations de l'atmosphère et on demande à NAOS de mettre Saturne net sur le détecteur d'observation. Donc c'est assez compliqué parce que Tétis il bouge évidemment et nous à la précision à laquelle on travaille, si on n'avait pas fait attention, on aurait eu une traînée parce que, enfin du flou simplement parce que Saturne aurait bougé. Alors donc c'est des manips qui marchent mais il faut être prêt au bon moment. Pendant cette première période de test, il y a un moment, on a voulu faire une manip pour avoir à la fois Io et Jupiter sur la même image, et puis c'était du test, il y a eu un problème, on avait un créneau d'une petite heure, et ben voilà, on n'a pas fait la belle image, on a fait une belle image de Io toute seule, mais pas une image avec à la fois Io et Jupiter sur le même détecteur. Mais enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Un exemple d'observation dans des régions de formation d'étoiles, il s'agit ici d'Orion, qui est une région de formation d'étoiles massives, cette fois-ci, à 1500 années-lumière. Et ceci est une image composite avec 3 couleurs, donc observée dans 3 longueurs d'onde différentes. Et après, on a mélangé tout ça. On a utilisé pour asservir cette étoile ici, qui est BN. Donc c'est la nébuleuse, c'est Becklin-Gebauer, cette région-là, et elle, c'est l'étoile qu'on appelle BN, qui est extrêmement faible, très peu lumineuse dans le domaine visible, mais qui a la propriété d'être brillante dans le domaine infrarouge. Donc cette observation-là était pour tester les capacités de l'analyseur infrarouge. Alors dans ce type d'image, on voit des structures un peu partout, là, comme ça. Il y a des jets qu'on peut voir, et toutes ces structures-là, on a envie de les voir. Et puis, on a envie aussi de détecter des petits objets très faibles, comme ceux-là. On a envie de voir ça avec le maximum d'acuité. Une autre des cibles qu'on a regardées, ce sont les compagnons de faible masse dont je vous parlais tout à l'heure, donc les naines brunes qui sont là, donc des corps de taille intermédiaire entre, ça c'est le Soleil, ça c'est ce qu'on appelle les étoiles de faible masse, mais qui sont encore des étoiles, et les naines brunes qui ne sont plus des étoiles, et les Jupiters, et puis les terres ici. Et dans tout ce bestiaire-là, avec NAOS, pour l'instant, on a observé des objets naines brunes, ou candidates naines brunes. Donc vous avez ici un exemple, et un autre exemple ici.
Je vous ai mis juste les images et pas les noms, parce qu'on n'a pas le droit de les donner. En fait, j'ai le droit de vous donner que les images pour lesquelles il y a eu des communiqués de presse qui ont été faits. Et voilà. Donc, une de ces candidates naines brunes, vous la voyez ici observée avec Naos. Et en fait, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, observée avec le CFH. Donc, le compagnon est là, l'étoile est là. D'accord, il y a un facteur 100 de luminosité entre les deux. Et là, vous avez le compagnon qui ressort beaucoup mieux. Et pourtant, le CFH et l'optique adaptative du CFH, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux, je crois, sur les télescopes de 4 mètres. Donc, on voit le gain que l'on a en utilisant des télescopes plus grands, si on est capable de faire les corrections qui vont bien. Parce qu'évidemment, plus le télescope est grand, plus il faut mettre d'actuateurs derrière le miroir. Donc ça complexifie un peu, et c'est ce qui fait aussi que Naos est si gros. Alors, d'autres exemples, une région stellaire dans un des bras de notre galaxie, NGC 3603, qui est observée ici avec le télescope spatial Hubble, avec la caméra WIFPIC. La même région du ciel, le même champ observé avec Naos. Donc vous voyez, on voit ici beaucoup plus d'étoiles. Alors, il y a deux raisons. D'abord, le télescope est plus grand, donc on sépare mieux les objets. Vous voyez ici, on les sépare un peu mieux. Et puis, l'autre raison, c'est qu'on travaille dans le domaine infrarouge. Si là, on voit qu'on sort des étoiles qui ne sortent pas là. On travaille dans le domaine infrarouge. Donc, comme ces étoiles-là sont relativement froides, c'est plus favorable. Le même champ, observé avec Naos ici, et observé ici avec Isaac, qui est une caméra infrarouge qui est installée à un des autres télescopes du VLT. Je ne sais plus si c'est UT2, je crois que c'est UT2. Donc, dans le même domaine de longueur d'onde, cette fois-ci, c'est un petit peu comme si on vous montrait une image boucle ouverte, c'est-à-dire sans optique adaptative, et une image boucle fermée. Donc là, vous voyez qu'on résout beaucoup plus d'objets. Et là, on distingue très peu, 3 objets en gros. Là, on en distingue 6 ou 7 en fait. Si on change ici, on a beaucoup plus là derrière. Donc vous voyez le gain que l'on a. Toute cette région ici, là, ici, on n'avait rien. Et donc, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que l'optique adaptative, ça fait concentrer la lumière de l'étoile sur une petite région du détecteur, ce qui fait qu'on est plus sensible. Puisqu'on concentre la lumière, on va être plus sensible, on va être capable de détecter des objets plus faibles. Alors voilà, là c'est une galaxie, je ne vous donnerai pas le nom non plus. C'est la première galaxie que l'on a observée avec Naos. Et on était très contents parce que cette galaxie, et puis d'autres qu'on a faites après, des collègues, Almudena Prieto par exemple, essayaient de les observer sur Adonis et elle n'arrivait pas à accrocher, c'est-à-dire à fermer la boucle, à mettre en marche le système d'optique adaptative. Et là, je dois dire, pour celle-ci, on a pointé, on a mis le système en marche, on a fermé la boucle sans aucun problème. Donc là, maintenant, des galaxies, on en a fait déjà quelques-unes. Je pense que là, il va y avoir vraiment beaucoup de résultats nouveaux et spectaculaires. Voilà, donc j'arrête là-dessus sur Naos. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Soit je m'arrête, soit je vous parle un petit peu de ce qui va se passer dans le futur. Je ne sais pas. 5 minutes ? Il y a des progrès à faire, ouais. Alors, il y a en gros 3-4 types de progrès qui vont se décliner en des difficultés techniques à surmonter. D'abord, je vous ai dit, pour pouvoir corriger en optique adaptative, il faut utiliser une étoile de référence ou un objet de référence. Ça peut être, on a vu, un noyau de galaxie, mais il faut quand même qu'il ne soit pas trop étendu. Ou, par exemple, je vous ai dit, Saturne, c'est hors de question d'utiliser Saturne pour
pour l'observer, pour fermer la boucle. Ce qui fait qu'il y a toute une partie du ciel. On y vient. Alors, justement, donc, il y a toute une partie du ciel qui n'est pas accessible à l'optique adaptée aux observations à très haute résolution spatiale à cause de ce problème-là. On dit que la couverture de ciel est très petite. Et la solution, c'est effectivement de faire des étoiles artificielles, ce qu'on appelle les étoiles laser. Donc, le principe est d'envoyer un faisceau laser dans l'atmosphère et d'utiliser la réflexion par l'atmosphère du faisceau laser qui va nous faire une étoile, ce qu'on appelle une étoile artificielle. Donc ça, c'est un faisceau, c'est une manip faite par nos collègues de Lyon, Renaud Foy et ses collaborateurs à Cadarache. Ça, c'est une autre manip d'étoiles laser faite au Mont Wilson, cette fois-ci aux États-Unis. Voilà à quoi ressemblent les étoiles artificielles que l'on peut créer à partir d'étoiles laser. Alors jusqu'à présent, Naos, on a construit Naos de manière à ce qu'il puisse accueillir un système laser. En fait, il devrait, si tout va bien, l'accueillir dans 2 ans. Il y a eu des essais d'implémentation d'étoiles laser, en particulier nos collègues allemands ont installé une étoile laser à Calara Alto en Espagne sur un télescope de 3 mètres. C'est extrêmement difficile de mise en œuvre et d'utilisation. Ça pose des contraintes énormes pour la navigation aérienne, pour plein de choses. C'est pas facile du tout. Mais on verra bien. Enfin, disons, Naos devrait être équipé d'une étoile laser parce que le gain qu'on va avoir, en particulier pour les objets extragalactiques, est énorme. Le Keck aussi, les télescopes du Keck aussi veulent s'équiper d'étoiles laser. Et eux, ils devraient... Enfin, ça fait 1 an qu'ils disent qu'ils sont prêts, mais je n'ai pas encore vu. Le champ d'isoplanétisme. Ce que je vous ai dit... Alors, on va faire un exemple. Hein. On reprend l'image de NGC 3603 qu'on a vue tout à l'heure avec Naos. Quand vous regardez, si vous zoomez un peu là-dessus, si on zoome au centre, on voit qu'on est content, les étoiles sont rondes, sauf quand elles sont multiples, hein, mais elles sont globalement rondes, donc elles ont une bonne forme. Si maintenant, au lieu de zoomer au centre, on zoome par ici, un peu plus loin, l'étoile sur laquelle on a un service, c'est celle-ci. Donc l'instrument a très bien corrigé des perturbations atmosphériques dans cette région-là du ciel, parce que cette région-là du ciel est proche de l'étoile de référence. Maintenant, si je m'éloigne de l'étoile de référence, le système va corriger des perturbations atmosphériques, mais il va corriger des perturbations atmosphériques qu'il a vues dans cette direction, et il va les appliquer dans cette direction-là. Seulement, l'atmosphère n'est pas du tout homogène, et donc la correction va être moins bonne. Et c'est exactement ce que l'on voit ici. Quand on zoome loin de l'étoile de référence, vous voyez que les étoiles ont tendance à être un peu allongées. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est un problème qui est bien connu, c'est le problème de l'anisoplanétisme, qui est dû au fait que l'atmosphère n'est pas homogène. Alors, pour résoudre ce problème, les spécialistes de l'optique adaptative envisagent et commencent à développer des systèmes d'optique adaptative encore plus complexes que ceux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, qu'on appelle l'optique adaptative multiconjuguée, qui consiste à ne plus jusqu'à présent, on regarde dans une direction, on utilise une étoile de référence, on a un analyseur et un miroir déformable. L'idée de l'optique adaptative multiconjuguée est d'observer plusieurs étoiles en même temps, plusieurs étoiles de référence, donc dans des directions différentes, d'avoir plusieurs analyseurs, à partir de là, être capable de faire une espèce d'étude de la structure en 3 dimensions de l'atmosphère, et de corriger avec plusieurs miroirs déformables, un là, un là, un là, qui vont être, on dit, optiquement conjugués, qui vont corriger des perturbations atmosphériques qui sont à cette zone-là de l'atmosphère, à quelques kilomètres, à une autre zone, etc. Alors évidemment, avec ça, on va être capable de sonder beaucoup plus précisément l'atmosphère et dans un plus grand domaine angulaire. Donc il y a des manips tests qui vont arriver, ça avance pas mal.
les autres limites de l'optique adaptative, c'est la qualité d'image et les basses longueurs d'onde. Alors, qu'est-ce que le problème de la qualité d'image? Là, j'ai repris une étoile non corrigée, c'est le profil moyen d'une étoile non corrigée, une étoile corrigée par l'optique adaptative, une étoile qui serait parfaite, c'est-à-dire hors atmosphère et sans problème de vibration du télescope, parce que les télescopes hors atmosphère ont quand même parfois des problèmes de vibration, on le sait. Donc ça serait une image parfaite. Et en fait, les optiques adaptatives corrigent très bien de l'atmosphère, mais elles restituent des images qui sont excellentes, mais elles ne sont pas parfaites. Ça veut dire qu'on concentre beaucoup d'énergie dans ce petit domaine ici, on voit par rapport, c'est à l'échelle, hein, mais on ne concentre pas encore toute l'énergie. On a ce qu'on appelle un halo de tavelure, on dit en français, et on a besoin, pour certaines applications, on a besoin de concentrer encore plus la lumière qu'on le fait, même avec Naos. Une des champs d'application, ce sont les exoplanètes, les planètes extrasolaires. Là, je vous ai mis une image non corrigée de l'optique adaptative, et puis par-dessus, un Soleil, une Terre et un Jupiter. En fait, avec des systèmes non corrigés, il est impossible d'envisager de voir les planètes extrasolaires. Là, j'ai mis maintenant à l'échelle une image Naos superposée au ciel, à la Terre, à Jupiter. On dirait que Jupiter est complètement sorti d'affaire, là. En pratique, ça ne l'est pas tout à fait, parce qu'on n'a pas la dynamique qu'il faut sur l'image, mais il y a encore du halo par ici, et puis la Terre, là, elle est très mal. Donc l'idée, c'est de développer des systèmes qui visent à concentrer encore plus la lumière, à augmenter le Strel, à améliorer la qualité d'image. Et il y a diverses pistes pour ça. Nous, on est en train de proposer à l'ESO justement un nouveau système pour essayer de chercher des planètes. En faisant cela, on sera capable aussi d'aller observer en optique adaptative dans les plus courtes longueurs d'onde. Toutes les images que je vous ai montrées étaient dans l'infrarouge proche, parce que la turbulence varie moins vite. Et le champ d'isoplanétisme est plus grand, donc c'est beaucoup plus favorable. Avec Naos, si on observe dans le domaine visible, on aura des images qui seront bien meilleures que ce qu'on a sans optique adaptative, mais elles ne seront pas aussi bonnes qu'en infrarouge. Si on utilise des systèmes encore plus performants, ce qu'on appelle l'optique adaptative très haute performance, on pourra à la fois aller essayer de chercher des planètes extrasolaires, des planètes géantes, mais aussi on pourra descendre dans les domaines de longueur d'onde. Ceci est extrêmement délicat, difficile. Ça demande des systèmes, en gros, qui sont capables de travailler beaucoup plus rapidement, plus précisément, et qui sont plus performants. La correction en particulier doit être plus performante. Au lieu d'avoir 180 actuateurs, par exemple, pour le VLT, là, on estime qu'il en faut 1000 au moins pour essayer d'avoir une qualité d'image suffisante pour essayer de toucher aux planètes extrasolaires, pas celles dont je parlais tout à l'heure, pas les chaudes, des planètes froides. Donc il faut augmenter le nombre d'actuateurs. On sait qu'on va être limité en taille, on va être limité avec les technologies actuelles sur le nombre d'actuateurs qu'on peut mettre derrière les miroirs déformables. Et une piste qui est explorée actuellement, c'est la piste qu'on appelle les micro-miroirs déformables, qui consiste à compacter, encore plus les miroirs déformables pour avoir des tailles de l'ordre du centimètre. Là, par exemple, ceci un exemple ici. Ça, c'est l'équivalent des petits moteurs qui sont derrière le miroir déformable de Naos, mais ils sont ici séparés à 1 mm l'un de l'autre. Donc ça permet de densifier, de mettre beaucoup plus de micro-miroirs, d'actuateurs derrière le miroir déformable. Ça peut être utile pour la recherche d'exoplanètes sur le VLT. Je ne pense pas que ce soit indispensable, mais surtout, ça sera absolument indispensable pour les nouveaux télescopes qui arrivent, et je m'arrêterai là-dessus. On a des télescopes actuellement de la taille de 10 mètres, typiquement.
La prochaine génération de télescopes, celle à laquelle on pense déjà, sont des télescopes qui font entre 30 et 100 mètres de diamètre. Pour ces télescopes-là, si on veut qu'on puisse les utiliser, il faudra de l'optique adaptative. Sur le VLT, il y a plein d'instruments sur le VLT qui ne fonctionnent pas avec de l'optique adaptative parce que la science qu'ils font n'a pas besoin de la résolution spatiale ultime. C'est un peu comme tout à l'heure, en fait, dans le hall de l'IAP, j'ai vu, il y a un poster de ICE. La taille des pixels est de 1 seconde d'arc, et ça suffit pour le genre de science qui est faite avec ces projets-là. Naos, on a des pixels, donc un pouvoir de résolution, si vous voulez, qui est 80 fois meilleur. Il y a des programmes scientifiques qui peuvent très bien fonctionner sur le VLT sans optique adaptative, quoique la prochaine génération d'instruments sur le VLT, ils ont quasiment tous de l'optique adaptative de prévu. Et on sait que pour les télescopes de la classe de 30 ou 100 mètres, il faudra absolument de l'optique adaptative pour tous les projets. En fait. Donc, pour ces projets-là, pour ces grands télescopes-là qui vont arriver, disons, entre 2010, si on est extrêmement optimiste, et 2020 ou 2025, il faudra des systèmes d'optique adaptative de toute nouvelle génération. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, j'ai pris les 5 minutes. Merci Anne-Marie, merci beaucoup. Donc je vous rappelle que cette conférence est enregistrée, donc je vais vous passer le micro pour les questions. Au sujet du miroir déformable, quel matériau et quelle épaisseur? Alors là, vous me posez une colle. L'épaisseur, c'est tout petit, c'est de l'ordre du millimètre ou quelque chose comme ça. Et le matériau de base de la membrane, j'en sais rien. Je sais qu'il est recouvert à l'or. Oui. Merci. Oui, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première, c'est à propos du principe même sur le schéma que vous avez présenté à l'entrée de la conférence. Si vous pouvez y revenir. Celui-là ? Voilà, c'est ça. Oui, là-dessus, on comprend très bien que l'analyseur corrige en fonction sur le miroir déformant ensuite. Mais si je regarde le schéma tel qu'il est là, et qui doit être simplifié, il y a également un front d'onde non modifié qui arrive sur la plaque, puisque c'est là qu'il est renvoyé vers l'analyseur, et il passe également sur la caméra. Je ne comprends pas très bien comment on élimine complètement le front d'onde perturbé. En fait, c'est le principe de la boucle fermée. C'est-à-dire que tout ceci marche, se mord la queue en permanence. Le front d'onde, au début, il arrive effectivement pas beau, on va dire, d'accord ? Et le miroir déformable, au début, il est plat, il est aux tensions nominales. Il est plat, donc ici, on va avoir une image qui n'est pas belle. Dès qu'on va mettre en marche, et là on sépare ici à ce niveau-là, on va mettre en marche le système d'optique adaptative et toute la lumière qui va arriver, le miroir va se déformer, la lumière qui va arriver ici, du coup elle va être corrigée. Elle va ressortir plane puisqu'elle est passée par le miroir déformable. D'accord ? Et ici, elle va arriver propre. Ici, là, sur l'analyseur, elle va arriver pas très belle, mais pas aussi laide qu'au départ, si vous voulez. Oui, d'accord. Et c'est par itération successive. D'accord. Ma deuxième question, c'est les actuateurs. Quel est le principe mécanique de leur action? C'est piézoélectrique, cela. C'est piézoélectrique. Bon. Et troisième question, si c'est possible. Simplement, est-ce qu'il y a une corrélation possible avec l'interférométrie sur le VLT? Alors oui, il y a une corrélation. Je n'ai pas parlé, mais effectivement, de l'interférométrie, parce que ça aurait pris un peu plus de temps.
c'est pas ça que je voulais vous montrer. Là, voilà. Bah, c'est pas, ici, on voit, on a le VLT est composé de 4 télescopes de 8,20 m, plus des télescopes qu'on appelle auxiliaires qui vont être installés, qui font 2 mètres, qui vont être installés sur, je ne sais pas si vous voyez les flèches, oui, bon, enfin on verra mieux comme ça. Ils vont être installés sur les plots que l'on voit ici pour faire de l'interférométrie. L'interférométrie, ça consiste à recombiner la lumière qui vient des différents télescopes de manière à avoir une résolution spatiale encore meilleure que si on observe avec un seul télescope et qui va être aussi bonne que si on avait un télescope de toute cette taille-là. Par exemple, si je recombine entre ces deux-là, dans la direction des 2 télescopes, c'est-à-dire dans une seule direction du ciel, hein, j'aurai une résolution spatiale qui sera équivalente à celle que j'aurais si j'avais un télescope qui allait de là à là. Donc c'est potentiellement extrêmement intéressant et l'ESO a développé un très gros programme d'interférométrie. Au passage, je dirais d'ailleurs que les idées il y a des très grands pionniers de l'interférométrie en France, Antoine Labeyrie et tous ces gens-là, qui ont initié tous ces programmes, Pierre Léna. Alors, vous me parliez de l'optique adaptative. L'optique adaptative, oui, elle est utile et elle est même indispensable si on veut faire des images correctes avec et recombiner les télescopes de 8 mètres. Parce que sinon, on ne récolte pas la lumière, ça ne va pas. Et l'ESO est en train de fabriquer des systèmes d'optique adaptative avec qu'on appelle les Macao, avec moins de degrés de liberté, si vous voulez, que Naos, mais qui vont donner des images qui seront de bonne qualité, qui permettra d'utiliser de recombiner les UT. Là, les UT ont été recombinés pour la première fois en décembre aussi, mais sans optique adaptative. Du coup, on perd énormément. Oui. S'il vous plaît, une petite question juste à propos des ordinateurs qui sont utilisés. C'est peut-être autre chose que des Pentium 4 quand même. C'est autre chose que des Pentium. Ah oui, c'est des grosses machines. Quoi. Mais alors là, moi, je ne vous donnerai pas d'informations techniques là-dessus, je suis désolée, mais c'est des grosses machines. Ouais. D'ailleurs, on sait par exemple que pour les ELT, enfin les très gros télescopes de 100 mètres, il faudra des ordinateurs beaucoup plus puissants que ce qui existe aujourd'hui, et il en faudra beaucoup. Mais si vous voulez des informations là-dessus, je peux vous donner les coordonnées des gens qui pourront répondre. Moi, je ne peux pas. Là. Et à quand l'optique adaptative pour les astronomes amateurs? Est-ce que c'est envisageable à un coût raisonnable? Eh ben, je crois qu'il y a des astronomes amateurs qui commencent à y penser, en fait. Hein. Tout dépend de ce qu'on veut et c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est cher. Pourquoi? Parce que ça ne sert entre guillemets que l'astronomie. En gros, il y a des applications d'optique adaptative maintenant en ophtalmologie, par exemple, mais c'est pas du tout les mêmes techniques. Donc, je crois que le problème, c'est un problème de coût. Mais il me semble qu'il y en a qui s'y intéressent. Mais c'est vraiment encore cher, quoi. Il n'y a pas de problème de principe. Lorsqu'on a fait tourner la lumière en boucle de chaque côté des 2 miroirs, est-ce qu'on n'avait pas des difficultés pour avoir des franges parce que les lignes retard vont plus travailler de la même façon? Vous avez fait tourner de chaque côté, vous voyez ma question? On fait tourner de chaque côté pour l'adaptation, pour chacun des 2 télescopes, et après, quand vous voulez faire des franges d'interférence, est-ce que vous n'avez pas un problème d'avoir modifié la ligne retard entre les 2 par le fait que vous avez fait tourner la lumière en boucle? C'est le problème, non, il ne vient pas de là. Il y a des difficultés supplémentaires en interférométrie, mais ça ne vient pas de là. Il faut effectivement corriger la phase, il faut arriver avec la même phase, et il faut la corriger. C'est une difficulté supplémentaire pour l'interférométrie. Oui. D'accord, mais le fait de recombiner de la lumière que vous avez fait tourner en boucle modifie sa phase? Non, parce qu'il arrive avec une phase constante une fois que vous avez corrigé.
on ne fait pas tourner la lumière. En fait, l'expression tourner en boucle, c'est une expression imagée. En réalité, la moitié du faisceau tombe sur un analyseur, mais la distance des faisceaux reste toujours fixée par la géométrie de. Ah oui, en fait, je n'avais pas compris la question. Ah oui. Fonctionne dans les mêmes conditions. Donc finalement, l'optique adaptative n'est pas exclusivement réservée, je crois, dans l'avenir au télescope. Ah non, mais mon propos n'était pas de dire qu'elle était réservée au télescope. Hein. Alors ces jumelles-là, je ne connais pas, je ne sais pas. J'ai dit simplement que sur des télescopes, ce serait assez cher et il faut avoir des télescopes assez gros pour que ce soit intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, ma question porte sur le chromatisme. Moi, j'ai le sentiment, enfin, si j'ai bien compris, que ça marche bien à condition de ne travailler qu'en monochromatique. Parce que l'atténuation, enfin, le retard dû à la traversée de l'atmosphère est différente d'une longueur d'onde à l'autre. Et donc, la correction ne peut se faire qu'en moyenne. Bien sûr. Mais il n'y a même pas que ça. Il y a le fait. Mais de toute façon, quand vous faites une image, vous mélangez des images qui sont, admettons qu'on soit à la limite, mais le problème est toujours pareil. Quand vous observez en large bande, même avec le télescope spatial, vous mélangez une image, si vous découpez en longueur d'onde, vous mélangez des images individuelles, si vous voulez, qui n'ont pas la même taille physique, hein, parce que c'est les lois de la diffraction. Tout est on choisit toujours la bande qui donne un compromis acceptable. Il ne faut pas se leurrer, hein, même hors atmosphère, ce que je veux dire, c'est que rien que les lois de l'optique, de la diffraction, font qu'on mélange, on détériore, en prenant du large bande, on détériore un peu la qualité d'image. Tout est un optimum, si vous voulez. En optique adaptative, effectivement, on va corriger pour une longueur d'onde. Ah oui, non, je comprends votre question. On corrige, comment dire, le système d'optique adaptative, il fait son analyse avec un analyseur qui a une bande de longueur d'onde, une bande passante donnée. Ça, c'est une chose. Mais après, il optimise pour une longueur d'onde donnée aussi. D'accord? Donc, si on fait du large bande sur la caméra d'observation, on va optimiser pour la longueur d'onde médiane, quoi, moyenne. Et puis, si on veut vraiment une meilleure qualité d'image, eh ben, on va prendre des longueurs d'onde plus courtes. Est-ce que ça répond à votre question? Oui.